Fontaine, beaucoup de francs-maçons ce soir dans la salle? Ah oui, beaucoup de francs-maçons ce soir, mais pas uniquement des francs-maçons tout de même. Et à la tribune, 3 premiers ministres? À la tribune, non, j'en ai pas vu. Laurent Fabius, Pierre-Bérégovoy, Michel Rocard? Non, je ne crois pas qu'il y ait d'ailleurs, sous la Ve République, un seul Premier ministre franc-maçon. Pierre Bérégovoy avait pourtant demandé à être initié en 1956 dans une loge du Grand Orient à Rouen, mais finalement il renonça. 1981, arrivée de la gauche, le nombre des ministres francs-maçons passe du simple au double, ils sont plus d'une dizaine dans les gouvernements maurois. Henri Emmanuelli, Joseph Franceschi, Georges Lemoine, François Abadie, Christian Nucci, Yvette Roudy et surtout le très respecté frère Charles Hernu. C'est avec Laurent Fabius qu'ils sont le mieux représentés. 14 ministres, dont Guy Langagne, secrétaire d'État à la mer, aujourd'hui député. Guy Langagne, est-ce que vous êtes franc-maçon? Oui, bien sûr, depuis plus de 30 ans. Vous appartenez à quelle obédience? Au Grand Orient de France. Et à quelle loge? L'Amitié à l'Orient, c'est-à-dire à Boulogne-sur-Mer. Alors, vous êtes le président d'une association qui s'appelle la Fraternelle Parlementaire. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas exactement une association, c'est le regroupement, si vous voulez, des francs-maçons de différentes obédiences, donc différentes associations, si vous voulez, et des différents partis. Et ça regroupe donc les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement, qui sont effectivement donc membres de la franc-maçonnerie. Ce sont des députés de droite et de gauche. Ah oui, absolument, on ne tient pas compte donc des partis politiques. Combien de députés actuellement à l'Assemblée nationale sont francs-maçons? Je dirais pour schématiser une petite centaine et une petite trentaine de sénateurs. Une centaine de francs-maçons sur 577 députés, une trentaine de sénateurs sur 321, 11 ministres pour 43 portefeuilles. Telle est actuellement la représentativité de la franc-maçonnerie. Mais qu'en est-il au sommet de l'État? Monsieur le Président de la République. Valéry Giscard d'Estaing a toujours entretenu de solides amitiés avec les francs-maçons, comme il est d'usage pour un président de la République. Mais alors qu'il n'est encore que ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing se rend dans le temple de la Grande Loge de France, rue Puteaux. Il fait une conférence devant un parterre exclusivement maçonnique. Le grand maître de l'époque est le docteur Pierre Simon. J'avais invité M. Giscard d'Estaing à prononcer une conférence dans ce que nous appelons en maçonnerie une tenue blanche fermée, c'est-à-dire où seul l'orateur est profane. Et c'est à cette occasion que je l'ai donc reçu et qu'il s'est exprimé sur des termes d'humanisme tels que cela lui avait été demandé. On a tout de même essayé d'échanger certains mots pour lui faire transformer son vocabulaire. Et c'est quand même avec plaisir qu'une fois qu'il avait accédé à la présidence de la République, que j'ai vu employer certains de ces mots comme fraternité, humanisme, etc., qui étaient absents de son langage d'alors. Néanmoins, Président Valéry Giscard d'Estaing aurait demandé à être initié dans son bureau de l'Élysée. Information démentie par la Grande Loge. Valéry Giscard d'Estaing a peut-être souhaité devenir franc-maçon, mais il n'a jamais franchi le pas. Il y avait une négociation, et je pense que le président Giscard d'Estaing, d'après ce qu'on m'a dit, aurait voulu devenir immédiatement maître. Et que c'est pour ça que l'affaire, entre guillemets, ne s'est pas faite. Parce qu'il faut être d'abord apprenti, compagnon et maître. On peut raccourcir les délais, mais je crois que c'est pour ça. est-ce que vous n'avez pas le sentiment que sa tentative d'ouverture vers le centre était liée à ce rapprochement à la franc-maçonnerie? Je pense que la maçonnerie aurait pu être pour la France, et au moment de la présidence de Giscard d'Estaing, un des moyens de régner au centre, si je puis dire, de légiférer au centre. Mais dans la mesure où les choix du président ensuite ont été différents, la maçonnerie n'a peut-être pas pu apporter l'éclairage souhaitable aux textes de loi qui furent ensuite votés ou aux dispositions de politique étrangère ou intérieure. Dites-vous bien que vous n'auriez rien compris si vous ne saviez que je suis tout à fait libre à l'égard de qui que ce soit. De nombreux francs-maçons ont soutenu et soutiennent encore François Mitterrand. Mais ce n'est pas une rose sur le tombeau de Jean Moulin, ni même la fidélité du franc-maçon Pierre Mendès France, qui pourront dissiper l'ambiguïté des rapports qu'entretient François Mitterrand avec les frères.
Il est entouré de beaucoup de francs-maçons, le président de la République. Je ne sais pas d'ailleurs s'il nous porte, disons, une affection très profonde. Il sait que nous existons, il n'ignore pas que certains de ses collaborateurs, voire de ses ministres, sont francs-maçons. Moi qui le connais et qui l'estime beaucoup, je n'ai jamais eu l'occasion de débattre avec lui de ce sujet aigu, mais lorsque j'étais membre du gouvernement avec lui, je sais qu'il avait à la fois une grande admiration pour ce que l'on pouvait faire, parce que nous avions des hauts fonctionnaires qui travaillaient beaucoup pour nous, et en même temps une immense crainte, parce qu'il ne voulait jamais être surpris par des personnes qu'il ne connaissait pas. Il est franc-maçon? Non, absolument pas. Et s'il l'était, surtout, je ne le dirais pas. On dit que François Mitterrand appelle les francs-maçons les frères Lagratouille. Oui, c'est un peu vulgaire pour lui. Il a dû le dire une fois, alors on a dit ça. Non, mais... C'est à cause de la poignée de main maçonnique. La poignée de main maçonnique, voilà. Vous pouvez nous montrer comment... Je vous gratouille pas trop, là, quand même. Attendez, vous pouvez me montrer comment on fait une poignée de main maçonnique? Ah oui, non, mais... C'est-à-dire comme ça, voilà. Vous voyez? C'est-à-dire que vous me serrez le pouce? Voilà, je vous serre le pouce et je vous fais des attouchements, comme ça. Avec le doigt? Voilà. Signe de reconnaissance et expression maçonnique, tout un langage codé couramment utilisé pour s'identifier à l'abri des oreilles et des regards profanes. Sur votre bureau, par exemple, là, est-ce qu'il y a quelque chose de typiquement maçonnique? Rien que de discret. Et, un franc-maçon va les reconnaître. Peut-être. S'il est attentif. Vous pouvez nous les montrer? Vous les voyez vous-même et vous les connaissez. Ici, il y a des petits cubes avec l'équerre et le compas. Voilà. Hein, et donc, un franc-maçon, on va savoir que vous êtes franc-maçon. Oui, mais c'est pas fait pour ça du tout. Tiens, il pleut. Ça a une signification, elle est dans tous les ouvrages, je peux vous le dire. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri et on ne peut pas parler librement. Il est minuit plein. Minuit plein, c'est l'heure où l'on cesse les travaux. Je vais vous montrer une pièce qui est le passeport maçonnique. Quand on va visiter des loges à l'étranger, on peut montrer son passeport. Alors, par exemple, là, sur ce passeport maçonnique... Oh, moi, je m'en sers peu, mais on peut s'en servir plus. Ici, c'est en Belgique et une autre fois en Allemagne. À chaque fois, il y a une sorte de visa, quoi. C'est ça, et on a des traces des voyages qui ont été faits. Dans l'enceinte même du Parlement, les élus francs-maçons ont eu recours à ce genre de signe à des fins politiques. Grâce à ce geste, sous la Troisième République, des gouvernements en difficulté ont sauvé leur majorité. Signe de détresse. Quel est-il? Oui, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On dit à moi mes frères. Oh bah, c'était un cri, à moi les enfants de la veuve, qui était un cri connu d'ailleurs, qui permettait aux francs-maçons de se retrouver et permettait de dire il faut que nous nous aidions les uns et les autres. Est-ce que ça se passe encore? Non. D'ailleurs, moi, par exemple, je ne vois pas quel péril il peut y avoir, mais je serai à la tribune du Sénat et je me sentirai menacé. J'irai écouter mes frères, il me semble que je suis en péril. Au moins tout le monde pourrait comprendre, plutôt que de faire un signe symbolique qui échappe à ceux qui risquent de vous attaquer. Est-ce qu'il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un vote maçonnique? Ce que je pense, c'est qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui orientent leur vote, non pas en fonction de consignes, il n'y a jamais eu de consigne de vote depuis la guerre, jamais de consigne de vote de la part de la franc-maçonnerie, mais orientent leur vote en fonction de ce que nous appelons un certain nombre de vérités, c'est-à-dire un certain nombre de choses que nous croyons, les principes de la démocratie, la lutte contre Vichy, un certain nombre de principes qui font que un franc-maçon, spontanément, si c'est véritablement un maçon, c'est qu'il ne peut pas voter d'une certaine manière, qu'il doit voter en son âme et conscience pour justement défendre ces valeurs qui sont au fond ces valeurs de la République. Qu'est-ce qui prime, son appartenance politique ou son appartenance maçonnique? C'est normalement son appartenance maçonnique, c'est-à-dire que pour la plupart des votes, cela n'intervient pas. Mais je peux citer, si vous voulez, une anecdote. Vous vous souvenez de cette affaire Touvier, qui est relativement récente. Et au moment où le jugement est tombé, nous étions en séance. Et un certain nombre de parlementaires sont intervenus, spontanément. Et l'un des parlementaires, que je ne voyais pas bien parce que je suis myope, et qui était dans le groupe de l'opposition, qui était dans la partie droite de l'Assemblée, a fait une intervention que j'ai trouvée tout à fait remarquable. Vraiment tout à fait remarquable, je n'ai pas un mot à changer. Et j'ai découvert après que c'était justement un de mes frères qui avait donc fait une intervention très maçonnique, en rappelant les principes essentiels de la démocratie, notre attachement aux droits de l'homme, à la défense des libertés,
Et indépendamment de son parti politique, il avait exprimé cela d'une façon tout à fait extraordinaire. Certains portefeuilles ministériels sont traditionnellement attribués à des francs-maçons. Exemple, le ministère des Relations avec le Parlement, occupé par le frère Robert Boulin en 1976, puis par le RPR Jacques Limousin, proche des francs-maçons. Depuis 1981, se sont succédés André Labarrère, Jean Popren, André Rossineau, Martin Malvy. Tous quatre appartiennent au Grand Orient et aux mêmes ateliers, les loges Victor Schœlcher. Louis Mermaz, nouvellement nommé, fait exception. Jean Auroux, vous êtes ancien ministre, vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes franc-maçon? C'est une bonne question. Est-ce que la franc-maçonnerie est une force politique? Je pense que très honnêtement, on peut dire qu'elle a un rôle d'influence sur des réflexions de fond. Je pense au RMI, je pense à la contraception, mais je pense qu'elle n'a pas de rôle d'ingérence. Une influence certaine, car il y a bien des lois votées à l'Assemblée nationale qu'on peut qualifier de lois maçonniques, essentiellement dans le domaine de la bioéthique et de la protection sociale. Pour le revenu minimum d'insertion, RMI, nous en avons débattu, nous, en loge. Et beaucoup de frères nous ont donné des matériaux. Et c'est vrai que nous avons fait savoir, notamment par des frères socialistes, à M. Michel Rocard, qu'il serait opportun d'envisager une telle perspective, une telle ouverture. J'ai constaté, je ne sais pas dans quelles conditions cela s'est fait, mais j'ai constaté que les travaux et les propositions que nous avions formulées, nous, au sein de la fraternelle parlementaire, et également un certain nombre de sénateurs et de députés plus unis que d'autres, nous avons aujourd'hui la satisfaction de constater que le RMI a été voté. L'interruption volontaire de grossesse. C'est à la suite de travaux maçonniques que j'ai déposé en 1971 le texte qui est devenu le texte de Madame Veil, le texte du gouvernement, mais qui était moins généreux que le mien. Mais voilà un texte qui a été élaboré par les loges. Une loi qui fit à l'époque l'effet d'une bombe. L'exemple le plus caricatural reste la loi Neuwirth sur la contraception. Lucien Neuwirth n'est pas franc-maçon, mais le texte de la loi est un pur produit de la Grande Loge. Il est vrai que les réflexions qui ont été, les études qui ont été conduites dans les différentes loges maçonniques m'ont apporté le fruit de réflexion que j'ai utilisé dans la façon dont moi-même j'ai mûri ma réflexion personnelle. Vous savez, la loge est ce que j'ai appelé depuis fort longtemps le laboratoire de la société. Si bien que la contraception, l'accouchement sans douleur, pour ne citer que cela, ont fait l'objet d'études, mais bien avant que le législateur français ne s'empare de ce problème. Le jour où le législateur français s'en est emparé, c'est qu'il y existait déjà une pression de la rue, si je puis dire. Mais pour nous, le problème était résolu depuis bien des années avant, puisque ce qui était un point sensible pour nos concitoyens avait depuis longtemps trouvé dans notre creuset sa solution. Laboratoire de la société, définition séduisante mais un peu vague. Quel est exactement le travail des francs-maçons dans le silence de leur temple? Interdit aux profanes, il n'est pas possible d'assister aux travaux des loges. Monsieur Popren, êtes-vous franc-maçon? Oui, comme c'est notoire. Qu'est-ce qui se passe quand vous mettez votre cordon, votre tablier, et que vous êtes dans une loge? Qu'est-ce qui s'y passe? Mais vous le savez, je n'irai pas au-delà, car les règles même de notre ordre ne me le permettent pas, et je considère que j'y ai souscrit et que je dois les respecter. Avant tout, un travail de réflexion, d'approfondissement, oui, de réflexion collective. Nous sommes dans le temple Lafayette, où se réunit ma loge, la loge Paris, loge dans laquelle j'ai été initié il y a 47 ans. Alors on se réunit 2 fois par mois, les mardis soirs, pendant 3 heures. Eh bien, vous voyez là-bas au fond, il y a le plateau du Vénérable, c'est-à-dire le bureau de sa présidence. Vous avez ici le plateau du premier surveillant et ici le plateau du second surveillant, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et puis ici le secrétaire qui est la mémoire de la loge, et là l'orateur qui est le gardien de la Constitution du Grand Orient et du règlement intérieur de la loge. Alors qui siège quand?